Bonsoir. Je vous propose de commencer. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous ce soir. Merci aux personnes aussi qui sont sur le webinaire de nous suivre pour cette nouvelle édition des Jeudis de la Fondation Rovaltin. La Fondation Rovaltin, c'est une fondation de coopération scientifique qui travaille pour promouvoir les questions de santé et environnement dans la société et faire le lien entre la recherche académique et la société en général, le grand public et les entreprises également. Et donc, parmi nos actions, nous avons une série de conférences grand public. Et pour cette première édition 2019, nous avons choisi de vous parler un peu de solutions que nous propose la nature pour répondre aux problèmes environnementaux. Les chercheurs commencent à s'inspirer des innovations proposées par la nature pour résoudre les problématiques environnementales et créer des innovations qui sont éco-responsables. Donc aujourd'hui, pour nous en parler, on va s'adresser deux grands écosystèmes que sont l'océan avec l'Ifremer, avec Wilfried Sanchez, directeur scientifique adjoint de l'Ifremer, qui va nous parler de toutes ces innovations proposées par l'océan. Et puis dans un deuxième temps, avec la conférence de Hugo Bachelier, qui appartient au CEBIOS, le Centre européen d'excellence en biomimétisme de Senlis, et qui va nous parler de tout ce qui est bio-inspiration et biomimétisme. Merci. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence et avant toute chose, merci aux organisateurs de donner une place à l'Ifremer pour vous présenter une partie de ses travaux ou de sa vision autour des solutions que peut apporter l'océan aux défis qui sont actuellement adressés à notre société. Alors bien évidemment, je ne pouvais pas commencer sans un petit écran pub sur ce qu'est l'Ifremer. Donc l'Ifremer, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, c'est un établissement public, un EPIC, qui a été créé en 1984. On fêtera nos 35 ans le 5 juin. On a à peu près 1500 personnes basées en métropole et en outre-mer. 1500 personnes qui sont rassemblées pour une mission unique, qui est de mettre en valeur l'environnement marin, ses écosystèmes, les ressources qui y sont associées, et accompagner le développement du secteur économique maritime. En termes d'activités, on a des activités qui sont extrêmement larges, qui vont aller de l'océanographie, bien évidemment, mais pas que, et c'est d'ailleurs très minoritaire dans nos activités, également de la biologie, de la gestion des ressources, de l'aquaculture, des géosciences marines, de la robotique, j'en passe et des meilleurs. On pilote un certain nombre de grandes installations, on verra quelques-unes autour de la biologie marine dans la présentation, et depuis l'année dernière, on est l'opérateur de la flotte océanographique française. Donc on gère l'ensemble des navires océanographiques français qui mènent un certain nombre d'expéditions aux quatre coins de la planète. Donc rentrons dans le vif du sujet. Comme je vous le disais, j'ai choisi d'aborder ma présentation sous l'angle des défis qui sont adressés à notre société. J'imagine que vous en connaissez de très nombreux et que vous en avez conscience. À l'heure actuelle, on est confronté à un certain nombre de défis. La société essaie d'y amener une réponse, notamment autour de ce que l'on appelle les objectifs du développement durable qui ont été mis en place par l'ONU. Ces défis, on pourrait en citer quelques-uns, ils sont illustrés sur cette diapositive. Le premier, par exemple, pourrait être nourrir la planète. Comment va-t-on nourrir la planète à l'horizon 2050 ou à l'horizon 2100 quand on aura une dizaine de milliards d'individus sur notre planète? J'entendais un petit débat en introduction sur ce sujet-là. Voilà, on a cette vision-là, 10 milliards d'individus. Comment est-ce qu'on va arriver à les nourrir? Agriculture intensive, agriculture raisonnée, quelle place pour l'alimentation animale, quelle place pour l'alimentation végétale? Comment on va pouvoir exploiter les ressources maritimes pour relever ce défi-là? Voilà, c'est une question qui se pose. Autre défi qui s'adresse à notre société, le réchauffement climatique, tout le monde en a conscience. On en a beaucoup entendu parler avec la COP21 et l'accord de Paris. Comment limiter les émissions de CO2 dans l'atmosphère? Comment décarboner notre économie? Là aussi, il y a de l'innovation à produire, un certain nombre de défis à relever, des défis à relever à terre, mais aussi en mer, pour trouver des solutions à ces défis-là.
un autre défi, la dépendance vis-à-vis du pétrole. On sait que la ressource en pétrole est limitée, il va falloir trouver un certain nombre de substituts, d'autres modèles économiques, d'autres voies de développement. Et là, pareil, peut-être que l'océan, mais pas que, ont un rôle à jouer. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls défis qui s'adressent à notre société. J'ai illustré aussi tout à fait sur votre droite le défi qui est mieux vivre plus vieux et plus longtemps. On sait que la médecine fait d'énormes progrès, ça continue. Là aussi, il y a de l'innovation à faire pour trouver de nouvelles thérapies, de nouvelles molécules, de nouveaux procédés. Et là, pareil, l'océan pourrait peut-être avoir un rôle à jouer là-dedans. Donc voilà un certain nombre de défis. J'essaierai au cours de ma présentation de vous présenter comment l'océan pourrait y apporter une réponse au travers notamment d'une approche particulière qui est la bioéconomie. La bioéconomie pourrait être une partie de la solution. En tout cas, la France y croit, puisqu'elle a développé il y a quelques années une stratégie de bioéconomie qui a pour objectif de mettre notre société en ordre de marche pour développer cette nouvelle filière qui est à la fois porteuse d'enjeux d'innovation, mais également porteuse d'enjeux économiques sur notre territoire. Alors, la bioéconomie, c'est quoi? Je pense que, juste en regardant le mot, vous devinez, en gros, c'est utiliser les ressources biologiques pour développer de nouvelles filières économiques ou pour remplacer ou pour compléter des filières existantes. Alors, cette bioéconomie, elle peut être de deux natures. C'est illustré par les deux couleurs qui sont en dessous. Elle peut être verte. Majoritairement, c'est celle à laquelle on fait le plus fréquemment référence. Mais elle peut également être bleue. La bioéconomie bleue étant la bioéconomie qui fait appel aux écosystèmes maritimes. Donc, que ce soit l'océan, les mers, mais également tout ce qui peut découler du milieu aquatique. Donc la France s'est, comme je vous le disais, fortement intéressée à cette notion de bioéconomie avec une stratégie. Et pour un pays comme la France, la bioéconomie bleue est quelque chose d'extrêmement important, puisque, vous le savez peut-être ou pas, mais la France est, en termes de positionnement mondial, le deuxième pays qui a la plus grande zone d'exclusivité économique maritime. Elle mesure 10,2 millions de kilomètres carrés. Juste devant nous, c'est les États-Unis qui en ont une qui fait un petit peu plus de 11 millions de kilomètres carrés. Vous voyez, on joue au coude à coude. Et on essaie de les rattraper en l'étendant doucement par de savants calculs. 10,2 millions de kilomètres carrés, c'est une zone dans laquelle seul l'État français a le droit d'aller exploiter les ressources. Et des ressources dans le milieu océanique, il y en a beaucoup. Des ressources qui peuvent donc alimenter cette bioéconomie. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu un axe important de cette stratégie française de la bioéconomie. Alors, vous l'avez ici représenté sous une forme cartographique. La zone économique exclusive de la France, elle est essentiellement tirée par l'outre-mer. Vous voyez une grande zone en Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, également dans l'océan Indien. Voilà. Effectivement, c'est pas notre littoral c'est pas notre littoral métropolitain qui nous permet d'avoir cette zone économique exclusive la plus étendue possible. Alors, je vous parlais de bioéconomie bleue. La bioéconomie bleue, c'est une bioéconomie qui est multifacette. Elle recoupe de nombreuses activités, une grande diversité de notions. Bien évidemment, le premier élément qui pourrait nous venir à l'esprit en parlant de bioéconomie bleue, c'est la pêche, avec la flotte de pêche française, qui est bien évidemment au service de ce défi qui est de nourrir la planète, aller chercher de la ressource en milieu marin pour nourrir la planète. C'est bête comme chou, mais ça rentre aussi dans la bioéconomie. Alors, il y a la pêche, à côté de la pêche, il y a l'aquaculture, qui est également un autre volet de cette bioéconomie bleue. Aquaculture au sens large, alors ça peut être des poissons, on est sur la pisciculture, mais ça peut être aussi des crustacés, des crevettes, ou
plein d'autres organismes allant jusqu'à la perliculture, extrêmement développée dans le Pacifique. L'idée, c'est pas obligatoirement là de nourrir la planète, mais ça a aussi son rôle à jouer. À côté de ça, derrière la bioéconomie, on a des choses beaucoup plus complexes, beaucoup plus technologiques, sur lesquelles on peut faire beaucoup d'innovations, avec l'exploitation d'un certain nombre de compartiments marins. J'ai illustré par exemple ici, tout à fait sur votre droite en haut, un grand fond. L'exploration des grands fonds et de monts sous-marins permet de retirer une ressource qui permet derrière d'alimenter la bioéconomie avec un certain nombre de souches bactériennes qui peuvent être à la base de procédés innovants et biologiques qui vont alimenter ces filières-là. Et puis à côté de ça, on va trouver de nombreux autres compartiments biologiques à explorer, par exemple les bactéries, les virus, les microalgues et tous les organismes vivants qu'on va pouvoir retrouver dans la mer, exploiter, pour créer de nouvelles filières de valeur. Dans le cadre de ma présentation, j'ai fait le choix de m'arrêter sur les microalgues, parce qu'il fallait faire un choix et que je ne pouvais pas vous présenter toutes les ressources qu'on peut sortir du fond de l'océan en 20 à 30 minutes. Donc j'ai fait le choix des microalgues parce que je trouvais ça assez intéressant. Donc les microalgues, ce sont des algues microscopiques, donc par principe on ne les voit pas à l'œil nu. Ça représente une très grande diversité d'organismes. À l'heure actuelle, on considère qu'on a dans le monde 200 000 espèces de microalgues. C'est une estimation, comme tout ce qui concerne la biodiversité. Et sur ces 200 000 espèces, on en a 30 000 qui sont actuellement étudiées, bien connues, et qui pourraient être utilisées à des fins de valorisation économique. Donc, vous voyez, on a encore tout un monde à explorer autour de ces microalgues qui offrent un potentiel extrêmement important. Alors, avec les microalgues, on peut faire quoi? On peut faire tout un tas de choses pour relever les défis dont je vous parlais en introduction de ma présentation. J'ai voulu illustrer ici avec quelque chose de particulièrement innovant, qui est basé sur un partenariat public-privé dans le cadre d'un projet qui s'appelle VASCO 2. Le projet VASCO 2 avait pour objectif de valoriser le CO2 industriel en utilisant des microalgues. Donc ça se passe sur le port de Fos. Ça mobilise des partenaires territoriaux comme le port de Marseille-Fos, tout un tas d'industriels, pour en citer quelques-uns, Total et ArcelorMittal, des établissements publics comme l'Ifremer et le CEA, une petite entreprise dromoise qui est Innovertis, qui est basée ici à Valence TGV. Et quelle est l'idée de ce projet VASCO 2? En gros, c'est au lieu que les industriels mettent leur CO2 à l'atmosphère, on va prendre les rejets de cheminées, et on va trouver un moyen de faire barboter ça dans des bassins de développement d'algues pour permettre leur croissance. Puisque les algues sont des végétaux, donc des organismes majoritairement photosynthétiques, et donc pour pouvoir grandir, elles vont avoir besoin de CO2. Généralement, le CO2 est amené par des bouteilles de CO2 mises sous pression qui ont été préparées. Et donc l'idée est de se dire on pourrait peut-être capter du CO2 qui va finir dans l'atmosphère, pour à la fois éviter de contaminer l'atmosphère avec un polluant que l'on souhaite quand même diminuer pour des raisons climatiques, et puis ça permet de boucler une boucle en utilisant ce CO2 pour faire grandir des algues. Voilà un exemple de projet qui peut être réalisé avec des microalgues. Donc ça demande à la base beaucoup d'études fondamentales pour trouver les souches qui vont bien, les caractériser, les développer, et puis beaucoup de travail d'ingénierie pour arriver à interfacer ces systèmes de développement d'algues. Vous en avez un sur la photo, donc ce sont des grands bassins pseudo-circulaires avec les rejets de cheminées. C'est un projet qui a couru pendant quelques années. La phase pré-opérationnelle s'est terminée fin 2018. Et donc là, c'est un cours de déploiement opérationnel autour du site de Fos, qui est un grand site industriel. Alors, on fait grandir des algues, c'est bien, vous allez me dire, ouais, mais
finalement, à quoi ça sert de faire grandir les algues. Donc avec les algues, on peut faire tout un tas de choses, puisqu'on pourrait considérer les algues comme des usines à lipides. Lipides, c'est la matière grasse. Nous, on fait la chasse aux matières grasses. En tout cas, on essaye. Les algues, elles aiment bien avoir des lipides. Vous avez par exemple un tableau sur cette diapositive qui vous montre la teneur en lipides des algues. Et vous voyez que généralement, on retrouve entre 30 et 50% de lipides dans la composition d'une algue. Donc c'est quelque chose que l'on va souhaiter exploiter, cette propriété à fabriquer des lipides, pour derrière pouvoir les extraire et en découler un certain nombre d'applications. La première application, vous en avez très probablement entendu parler, c'est tout ce qui va concerner les biocarburants. Alors, sur les biocarburants, on peut utiliser tout un tas de végétaux. On parle souvent du colza et de la problématique compétition pour l'usage des terres. Est-ce qu'on doit produire du colza pour un usage alimentaire ou pour faire de l'agrocarburant? Voilà, on peut aussi utiliser des algues, puisqu'il peut avoir dans ce cadre-là son avantage. Donc en gros, on cultive les algues, derrière on va les récupérer, extraire les lipides, les raffiner, jusqu'à un stade où ils vont pouvoir avoir une propriété les rendant utilisables comme biocarburants. C'est un exemple d'application de ce qui peut être fait avec les microalgues. Deuxième exemple, c'est l'utilisation à des fins alimentaires, puisqu'on peut se servir de ces microalgues du fait de la richesse en lipides, entre autres, pour faire de l'alimentation, alors assez rarement humaine, mais très fréquemment animale, ce qui permet de répondre à un certain nombre de défis. Mais j'y reviendrai un petit peu après. Alors, je vous disais que les microalgues étaient des usines à lipides. Oui, mais pas que, puisque bien évidemment, comme dans toutes les cellules, dans les microalgues, on va pouvoir retrouver beaucoup d'autres composés qui peuvent être des vitamines, des oligoéléments, certains métabolites d'intérêt. Ça marche sur les microalgues naturelles. Et grâce aux biotechnologies, on sait maintenant transformer un certain nombre de ces cellules pour en faire des organismes ultra productifs de molécules d'intérêt. C'est tout l'avantage de la biologie moléculaire, qui a fait un bond extrêmement important au cours des 20 dernières années. On arrive maintenant, grâce à des procédés de transgenèse, à orienter le métabolisme de ces algues pour leur faire produire des molécules qui vont nous intéresser. Et donc, en se basant sur cette technologie-là, les microalgues vont pouvoir trouver différentes applications. L'une des plus importantes étant dans le secteur cosmétique, où on va pouvoir utiliser des métabolites produits par des microalgues pour différentes applications. J'en ai listé quelques-unes ici, des anti-âges. Il y a beaucoup d'algues qui produisent des molécules qu'on peut utiliser comme telles, des anti-UV. On est souvent confronté à la problématique des anti-UV chimiques qui peuvent poser un certain nombre de problèmes. Voilà, les microalgues peuvent produire des anti-UV biologiques. Alors c'est pas parce que c'est bio qu'il n'y a pas d'effet. S'il n'y avait pas d'effet, on ne l'utiliserait pas. Mais effectivement, ça permet de se passer d'une chimie de synthèse parfois complexe, en extrayant directement des microalgues des molécules d'intérêt. C'est également le cas des hydratants, des régénérants, voilà, tout ce que vous pouvez trouver comme mot sympa sur vos produits de beauté ou ceux de madame, on peut en trouver dans les microalgues. Et ça marche aussi avec les colorants, puisqu'on a un certain nombre d'algues qui sont capables de fabriquer des pigments colorés qu'on va pouvoir utiliser pour différentes applications. Donc l'utilisation des microalgues pour alimenter l'industrie cosmétique, c'est une application qui n'est pas récente. Il y a un certain nombre de laboratoires cosmétiques qui se sont fait une expertise autour de l'utilisation de ces microalgues et donc qui vont déployer des gammes autour
autour de ces molécules. Le principe d'utilisation, c'est exactement le même que celui que je vous décrivais pour les biocarburants. En gros, on va faire pousser des algues d'intérêt, les récupérer, trier, casser pour extraire les molécules d'intérêt, les sélectionner et puis derrière les traiter pour pouvoir les commercialiser. Alors, je vous parlais de cosmétiques, effectivement, c'est un secteur qui utilise les microalgues de manière assez ancienne. Ce n'est pas le seul. Depuis quelques années, les microalgues sont également utilisées dans ce que l'on appelle la chimie verte, dont vous avez peut-être entendu parler. L'idée de la chimie verte, c'est de répondre à ce défi qui est comment se passer du pétrole, qui est une ressource que l'on sait finie, peut-être en utilisant des produits issus de la biologie. Et donc, est apparue cette notion de chimie verte, qui de plus en plus a recours aux microalgues pour produire tout un tas de substances chimiques ou de matériaux d'intérêt. Par exemple, à l'heure actuelle, de nombreux travaux sont réalisés pour utiliser les microalgues afin de produire des substituts au plastique. Vous le savez sans doute, à l'heure actuelle, la pollution de l'environnement marin, mais pas que, par les déchets plastiques, est une énorme préoccupation de notre société, qui mobilise énormément les États pour essayer de trouver des solutions. Et donc, il y a tout un courant de recherche qui vise à développer de nouveaux matériaux qui seraient plus facilement biodégradables, moins dangereux pour l'environnement, j'en passe et des meilleurs. Et dans ce cadre-là, produire du bioplastique à partir de microalgues marines semble être une voie particulièrement intéressante. C'est un exemple, bien évidemment, on peut faire produire aux microalgues tout un tas d'autres molécules pouvant rentrer dans de nombreux procédés industriels. À côté de ces questions de production de molécules, les microalgues peuvent aussi trouver leur intérêt pour répondre à ce défi qui est l'alimentation. Je vous le disais à l'introduction, on a une projection qui est globalement en 2050, on sera presque une dizaine de milliards sur la planète. Comment est-ce qu'on va alimenter cette population? Quelle place pour les différentes voies d'alimentation? C'est des questions qui sont posées, et notamment quelle est la place de la ressource marine. À l'heure actuelle, ce que l'on sait, c'est que globalement, on a beau augmenter l'effort de pêche sur nos zones marines, la quantité de poissons qui est ramenée à terre est toujours la même. Donc en gros, on est sur un plateau. C'est pas parce qu'on aura plus de bateaux et plus de technologie qu'on arrivera à extraire plus de poissons des océans. Et donc globalement, pour produire de la nourriture marine, on va avoir recours à une autre technologie qui est l'aquaculture. En l'aquaculture, ça pose tout un tas de problèmes, notamment en termes d'alimentation des poissons, puisque généralement, pour produire des poissons, on les nourrit avec des farines d'autres poissons, qui sont issus soit du milieu sauvage, soit de l'aquaculture. Donc on a un cercle là sur lequel il faut travailler. Et puis on a également un défi à relever en termes de durabilité de l'aquaculture pour rendre cette pratique plus vertueuse, moins impactante pour l'environnement. Et sur ces deux questions, que ce soit l'alimentation ou l'épuration des effluents, les microalgues peuvent avoir un rôle extrêmement important à jouer. Sur l'alimentation, comme je vous le disais tout à l'heure, les microalgues sont de véritables usines à lipides, donc elles sont extrêmement riches en matières grasses, et ces matières grasses, les poissons en ont besoin. C'est pour ça que généralement on va chercher des farines animales qui sont riches en une certaine catégorie de lipides, qui sont notamment les oméga 3, et ça les microalgues peuvent aussi nous l'apporter. Donc à l'heure actuelle, il y a beaucoup de programmes qui travaillent à développer des aliments pour poissons à base de microalgues et de lipides issus des végétaux. Ce qui permet de s'affranchir de cet apport de ressources animales
Et donc, il va rendre la filière beaucoup plus économe, beaucoup plus efficace par rapport à l'utilisation des ressources. Il y a aussi un côté éthique qu'il ne faut pas négliger et qui est extrêmement intéressant. Et à côté de ça, encore quelques questions qui se posent sur l'assimilation et le développement de ces aliments. Pour ce qui est de l'épuration, on va se rapprocher un petit peu de ce que je vous présentais au tout début de ma partie sur les microalgues avec le projet Vasco 2 et l'épuration des CO2. Bien évidemment, les microalgues, elles peuvent épurer du CO2, mais elles peuvent épurer beaucoup d'autres choses du fait de leur métabolisme. Et donc, on peut faire de l'épuration d'effluents, alors effluents d'aquaculture, mais aussi effluents industriels ou effluents urbains, en utilisant les microalgues. On est sur de l'épuration biologique, ça ressemble plus ou moins à ce que l'on pourrait appeler du lagunage. L'objectif étant d'éviter d'avoir un rejet important de matière dangereuse pour l'environnement, tout en permettant la croissance de microalgues qu'on pourra réutiliser sur d'autres filières derrière, faire des sacs plastiques ou produire d'autres molécules qui seraient d'intérêt. Voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire avec les microalgues. Donc à l'Ifremer, on a plusieurs équipes qui sont spécialisées dans ce domaine-là et qui, pour mener leurs activités, alimentent et maintiennent ce que l'on appelle des souchothèques. En gros, ce sont de grandes bibliothèques dans lesquelles on va conserver des microalgues d'intérêt qui ont été sélectionnées et qui peuvent avoir une propriété particulière pour épurer un effluent, produire un lipide particulier, produire un métabolite d'intérêt. Et on va pouvoir utiliser ces molécules-là pour aider à l'émergence de nouvelles filières industrielles utilisant ces microalgues. Alors bien évidemment, comme je disais dans la partie introductive, dans l'océan, il n'y a pas que des microalgues, il y a beaucoup d'autres ressources biologiques. On tend à l'heure actuelle à développer sensiblement le même type d'activité avec d'autres éléments biologiques et notamment avec les bactéries. Il y a énormément d'activités qui se développent autour de la microbiologie environnementale pour essayer de développer de nouveaux métabolites, de nouveaux processus qui pourraient permettre d'alimenter cette bioéconomie et créer là aussi de nouvelles filières en se basant sur ce que peut nous apporter la nature et ses ressources biologiques. Bien évidemment, dans les océans, à côté de la biologie, il y a aussi le minéral. C'est un autre sujet. On rentre pas dans ce cadre-là, donc j'irai pas beaucoup plus loin que de dire que au fond des océans, on va retrouver aussi tout un tas de ressources minérales sur lesquelles on peut aussi se poser la question de leur exploitation et de la durabilité de leur exploitation. C'est aussi un sujet qui mobilise tout un pan de la recherche nationale et internationale. Voilà. Pour conclure, je dirais que globalement, les microalgues sont une source extrêmement intéressante de molécules, de procédés qui peuvent alimenter des processus d'innovation fondés sur la nature pour à la fois répondre aux défis qui s'adressent à notre société et puis créer de nouvelles filières économiques d'intérêt pour notre territoire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais, sans plus attendre, passer la parole au président de conférence. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et à mon avis, c'est vrai qu'on va avoir, vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont faire écho à la conférence de Wilfred, dans ce que je vais pouvoir vous présenter. Alors, tout ce pan de l'univers marin, justement, je l'avais peu prévu de l'aborder dans cette conférence. Donc, justement, on va aller s'intéresser peut-être à d'autres milieux, à d'autres enjeux, mais sous des angles un peu plus filières et métiers.
Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais vous présenter un petit peu ce diapo-là. Est-ce que certaines de ces espèces vous disent quelque chose? Est-ce que vous les connaissez? C'est un peu le life tech, c'est un peu les super génies. Il y en a qui, voilà, ils ont tous un peu des super habilités. Alors là-haut, c'est le bombix, qui a un papillon de nuit et qui arrive à capter les phéromones de la femelle à une très grande distance. À votre avis, combien de distance? Plusieurs kilomètres. 11 kilomètres. Comme quoi, il est doué pour aller trouver sa compagne. Au milieu, c'est le martinet noir, si je ne me trompe pas. Vous savez ce qu'il a de particulier, le martinet noir? Bon, déjà, il paraît qu'il se pose jamais. Il vole tout le temps, sauf au début quand il apprend à partir, mais voilà, les premiers, s'ils loupent, ils peuvent pas vraiment repartir, ils ont déjà un peu atrophié. Et en plus de ça, il arrive à faire des pentes à plus de 200 km. 200 km/h. Alors là, c'est une petite mouche dont j'ai oublié le nom, un petit insecte, mais qui arrive à battre des ailes à une vitesse assez incroyable. En haut. Plus de 1000 battements par seconde. 1000 battements par seconde. On sait pas faire ça, à mon avis, dans beaucoup de mécanique. Et en fait, c'est parce son corps rentre en résonance. Donc c'est pas musculaire, mais il a trouvé l'astuce de rentrer en résonance pour accélérer son nombre de battements. On va aller, le lierre. Est-ce que vous avez déjà essayé d'enlever du lierre? Oui. C'est rarement le lierre qui part, c'est le mur qui part avec. Voilà, d'accord. Donc ça s'accroche très très bien. Une très bonne adhésion. L'ormeau au milieu. Est-ce que vous avez déjà essayé de casser un ormeau bon, c'est dur. Je vous déconseille, ça fait mal en plus. Mais ça, et tout ça juste avec du calcaire. En fait, l'ormeau est majoritairement composé de calcaire, alors une craie. Je sais pas si vous avez déjà essayé de casser une craie. Ça, par contre, c'est très facile. Alors, comment ça se fait que l'ormeau, lui, arrive à se structurer? C'est parce qu'il a des briques bien organisées et qui ont un liant aussi qui permettent d'absorber les coefficients de rupture. Et donc ça encore, voilà, on s'est tourné vers le marin. Et là, ici, une éponge de mer, qui arrive à faire quelque chose d'assez incroyable. Mais comme ça, on ne réalise pas tout de suite en regardant, mais elle fait du verre. Elle fait de la silice. Et elle le fait à température et à pression ambiante. Voilà, ce que nous, on ne savait pas faire jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Parce que justement, on s'est intéressé à ces organismes-là. Alors évidemment, le vivant, voilà, nous a inspiré des petites tech, des life tech. Et donc, ce que j'ai pu vous présenter, c'est des organismes vivants inspirants. Et là, c'est quelques grands exemples bien connus. Le velcro, qui est inspiré de la fleur de Bardane, cette fleur qui vient s'accrocher à votre main quand vous baladez en forêt. L'effet lotus, l'effet hyper hydrophobe. Vous savez que toutes les plantes, majoritairement, ont besoin d'être hyper hydrophobes pour que l'eau déperle sur leurs feuilles et qu'elles lavent et qu'elles nettoient et qu'elles ensuite laissent place donc aux rayons solaires pour pouvoir activer leur photosynthèse. Donc elles ont besoin de cet effet hyper hydrophobique et toutes ont développé des effets de structure un peu différents qui sont très intéressants à étudier. Le Shinkansen, un train bien connu de Tokyo, le train japonais qui a été inspiré du martin pêcheur, parce qu'en fait, dans la région japonaise de Tokyo, il y a énormément de tunnels, et ces tunnels ont besoin faisaient un choc sur le nez du train. Le train ralentissait et faisait un boom parce qu'il changeait de milieu, de pression entre l'air ambiant et l'air sous le tunnel. Et le martin pêcheur, lui, quand il pêche, vous pouvez regarder des vidéos, c'est assez incroyable, ne fait pas une goutte quand son nez rentre dans l'eau. Et donc on s'est inspiré de son nez pour pouvoir et améliorer la vélocité du train et diminuer au niveau énergétique la consommation. Et le winglet, inspiré des grands rapaces que vous pouvez retrouver maintenant sur tous les avions qui améliorent l'aérodynamisme. Donc ça, c'est 4 grands exemples très connus. Mais nous, on va essayer d'aller un peu plus loin. Nous, ce qu'on pousse aussi autour du biométisme, au CIBIOS, là où je travaille, c'est un peu cette vision autour du grand cahier des charges du vivant. Donc le vivant semble suivre des lois qui sont en cohérence avec la biosphère. Donc des lois un peu plus grandes que des petites technologies. On va essayer d'aller chercher aussi ces grandes lois du vivant, ce grand cahier des charges qui nous permet d'être un peu prospectif sur comment on va pouvoir s'inscrire dans les enjeux
écologiques et de ressources et des enjeux énergétiques. Et voilà, tous les enjeux qu'a pu présenter Wilfred précédemment. Le vivant, lui, est adapté à son environnement et aux contraintes et aux ressources de son environnement. Par exemple, et c'est pas absurde que les stratégies de l'Europe ou de l'État français pour la transition énergétique, par exemple, soient en adéquation avec ces grandes lois du vivant. Le vivant, majoritairement, si on regarde le système Terre, donc le système de la vie, en fait, c'est le seul système où on connaît actuellement, où on a découvert de la vie, il n'y a qu'un seul intrant dans ce système-là, majoritairement, c'est l'énergie solaire, qui est captée par la photosynthèse, et ensuite c'est des échanges, herbivores, carnivores, et l'énergie, et ensuite c'est dans un grand cycle. Alors il y a quelques milieux qu'on connaît sur la planète qui ne dépendent pas de l'énergie solaire, qui, dans les grands fonds marins notamment, là où la lumière n'arrive pas. Mais voilà, dans ce grand cycle-là, en tout cas dans le cycle de l'espèce humaine, c'est majoritairement un intrant solaire, et ensuite c'est des échanges. Il y a une seule chose qui est stockée et qui est sortie de ce système, en tout cas à l'échelle du temps de la vie, c'est les hydrocarbures. Et on est la première espèce à la déstocker en aussi grande quantité et aussi rapidement. Donc tout de suite, là, on peut se rendre compte que quand on regarde le cahier des charges du vivant, on est en train de faire quelques erreurs. Mais on peut arriver justement à trouver des solutions comme la séquestration du CO2 avec des projets qui justement s'intéressent à la séquestration du CO2. Comment le vivant, pourquoi lui, le vivant, en a fait sa brique de base. Pour beaucoup, toutes les plantes, majoritairement, sont composées en grande partie du carbone, et c'est leur brique de base, et en plus, elles sont carbone négatives. Ça veut dire qu'elles stoppent le carbone. Au niveau des matériaux, un des grands challenges aussi, le champ d'application, les matériaux. Dans le vivant, les matériaux sont multifonctionnels. Ils s'auto-assemblent. Et multifonctionnel, j'entends par là, par exemple, si vous regardez une feuille, c'est à la fois un panneau solaire, c'est aussi hyper hydrophobe, mais ça va aussi permettre de réguler thermiquement l'arbre. Ça va aussi permettre de capter le CO2 ou de traiter l'air. Et tout ça, en plus, le soir, vous pouvez le manger en salade si vous avez envie. Donc c'est quand même assez incroyable parce que c'est à la fois, ça rend énormément de services multifonctionnels. Votre peau aussi, par exemple, si vous regardez votre peau, elle a énormément de propriétés qui peuvent être tout à fait valorisées quand on comprend tout ça. En chimie, le vivant, dans une de ses grandes lois aussi, c'est d'utiliser les matériaux les plus abondants sur la Terre. Les chances. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le soufre. Majoritairement, le vivant est composé de ces atomes-là, ces briques de base-là, et avec ça, il arrive à créer presque toute la diversité que vous pouvez voir autour de vous. Et nous, on a joué à peu près avec tout le tableau de Mendeleïev. Pour ceux qui connaissent le tableau de Mendeleïev, c'est le tableau des atomes. Nous, on a joué avec tout le tableau. Voilà, il est maintenant temps de se poser un peu les questions. Et le vivant arrive à faire les choses à température et pression modérée, comme je vous ai montré par exemple le verre. Il arrive à faire à température et pression modérée. Il arrive à faire énormément de matériaux et de chimie à température et pression modérée. Et là, beaucoup de chercheurs s'intéressent à ça. L'information, je vais vous en parler un peu après, mais l'idée c'est qu'on n'est pas du tout les premiers à faire de l'informatique. L'informatique, c'est quoi? C'est capter de l'information, traiter de l'information, gérer, stocker de l'information. Vous êtes tous en train actuellement de stocker, capter et traiter de l'information. Et vous le faites tous avec différents capteurs, senseurs. Vous le stockez de manière différente et vous arrivez à agir, analyser. Bon, j'espère que vous le stockez. Il y en a qui l'écoutent peut-être. Mais l'idée c'est ça, c'est d'être un peu, de comprendre que dans le vivant, il y a une diversité de capteurs et de senseurs bien variés, et en plus, ils gèrent la donnée de manière optimale. Et un dernier grand challenge pour vous en présenter un autre, l'eau, qui est quand même un très grand enjeu pour la planète. Et comment le vivant lui arrive à la purifier, parce que la majeure partie de l'eau qu'on boit est quand même purifiée par le vivant, ou par certains minéraux. Comment il arrive à le stocker, comment il arrive à gérer son abondance, ou être résilient vis-à-vis de certaines catastrophes aquatiques. Voilà, il y a pas mal d'enjeux à ce niveau-là. Et si on va à des échelles un peu plus larges, l'agriculture, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la terminologie de permaculture. Permaculture, c'est justement un peu aussi aller s'inspirer du vivant, comprendre que le vivant
fonctionne mieux quand il y a de la diversité, fonctionne mieux quand il y a de l'entraide et de la symbiose entre les espèces, et comment optimiser tout ça pour arriver à avoir des cultures plus résilientes, plus performantes dans un autre sens que celui qu'on pourrait entendre dans l'agriculture actuelle. En tout cas, monoculture. Donc là, voilà, des enjeux autour de l'agriculture, les enjeux autour de l'architecture. Si par exemple vous regardez l'architecture, vous regardez une ville comme un écosystème. Un écosystème, naturellement, un écosystème évolue. Un écosystème change. Il s'adapte à son environnement. Si demain vous pensez la ville comme ça, comment le droit urbain, par exemple, peut s'adapter au changement climatique? Comment le droit urbain peut rendre la ville plus adaptive et plus flexible, plus résiliente à tous ces enjeux-là? Donc on peut s'intéresser à l'échelle d'un bâtiment, on peut s'intéresser à l'échelle d'un quartier, mais on peut aussi s'intéresser à l'échelle d'un bâtiment, d'une ville entière, sur les flux, comment la ville peut s'organiser, comment elle peut aussi rendre des services écosystémiques, comment elle peut capter le CO2, traiter l'air, enrichir les sols, traiter l'eau. Tous les écosystèmes rendent ce genre de service écosystémique. Demain, la ville devrait ou pourrait rendre ce genre de service. Et après, une échelle un peu plus méta, comment aller s'intéresser au vivant autour, par exemple, de l'économie circulaire ou de nos organisations, comment repenser nos organisations. Le vivant, lui, est tout en boucle. Le vivant s'organise, par exemple, ne connaît pas le principe de déchet, mais le vivant aussi arrive à être dans des systèmes très très connectés et à fonctionner. Une chose qui est souvent dite par Janine Benyus, qui est une américaine qui a formalisé un peu le concept du bioéthisme. Elle dit souvent qu'il n'y a pas d'architecte ou de planificateur pour mettre en place le printemps. Et pourtant, chaque année, le printemps est là. Donc, comment aller s'inspirer de ces systèmes-là pour arriver à organiser des systèmes d'organisation un peu plus complexes pour quand même arriver à être résilient. Alors, vous avez compris, énormément d'aspects, énormément de secteurs, comment arriver à formaliser un peu tout ça. On a eu des travaux de normalisation un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire sur cette diapo-là, mais on a eu un travail avec l'AFNOR et les Allemands surtout qui ont porté ce sujet-là pour essayer de formaliser un petit peu la sémantique. La bio-inspiration, pour nous, c'est s'inspirer du vivant de manière générale. Ça peut aussi bien être pour la littérature, la poésie, la peinture, que faire de la biomimétique. La biomimétique, ça va être s'inspirer du vivant pour faire un transfert technologique. Un transfert technologique, mais qui peut aussi bien être tourné vers la robotique ou aller faire de la cosmétique. Et le biomimétisme, ça va être l'intersection entre cette inspiration du vivant et l'éco-conception. Et alors, on n'est pas toujours obligé de faire un transfert technologique. S'inspirer du vivant, c'est aussi, par exemple, aller comprendre les systèmes et les flux et les organisations qui se mettent en place. Et comprendre quels sont, par exemple, les partenariats qu'on peut remettre en place. Fort de notre incompétence, par exemple, parfois à stocker le carbone, on peut faire des partenariats avec des microalgues qui peuvent stocker le carbone pour nous et qui, dans leur mansuétude, nous rendent un service. Voilà, donc ces normes sont accessibles si vous voulez. Depuis les années 90, de plus en plus de publications sur ces thématiques-là, énormément de laboratoires qui commencent à s'en saisir, déjà parce que la terminologie est apparue dans la littérature, donc évidemment on peut l'utiliser. Et puis surtout parce que c'est un sujet qui marche très bien. Alors pourquoi maintenant? Parce que notre connaissance biologique a très beaucoup évolué et est en train de devenir de plus en plus pointue, et on découvre encore tout ce qu'on ne sait pas, mais on avance. Et les progrès techniques, justement, pour essayer d'atteindre peut-être la manufacture, les enjeux de manufacture du vivant. Parce que le vivant, c'est, quand on s'y penche un peu, très complexe. Ça marche, évidemment, il n'utilise que des matériaux abondants, mais au prix de la complexité. Il arrive à faire des choses incroyables à des échelles qu'on n'arrive pas encore à maîtriser, et nos progrès techniques peuvent encore peut-être nous rapprocher un peu plus de cette complexité du vivant. Et puis, comme l'a présenté Wilfred, de plus en plus d'enjeux sociétaux auxquels il faut répondre, et un besoin d'innover autrement, vers lequel le biomimétisme, le vivant, peut nous apprendre, peut nous donner quelques pistes. Ça touche absolument tous les secteurs.
tous les secteurs sont concernés. C'est par définition transdisciplinaire. Et cette démarche et cette méthodologie commencent vraiment à s'intégrer. Nous, on a énormément d'adhérents, Sybios, qui nous rejoignent, que ce soit dans le milieu du bâtiment, de la cosmétique, dans le milieu de l'aéronautique, même des organisations, comme j'ai pu vous le présenter. Donc voilà, c'est une thématique qui commence vraiment à se pousser. Alors, je suis court sur le temps. Ce que je vous propose, c'est que vous aurez les diapos, vous serez envoyés. Ouais. Et je vais donc essayer d'accélérer un peu sur certains points pour vous emmener vers quelques exemples que je pense sympas. Voilà, par exemple, au niveau de l'énergie, deux startups françaises et américaines, l'une qui s'est intéressée à l'énergie dans marine, repenser les hydroliennes. Il s'est rendu compte que dans le vivant, la majeure partie des espèces marines n'avaient pas d'éoliennes, n'avaient pas d'hélice, pardon, et elles avaient plutôt une membrane ambulante. Alors pourquoi une membrane ambulante? Eh bien déjà parce qu'en fait, ça répond à des enjeux ça répond à des lois qui une hélice, par exemple, on ne peut pas récupérer toute l'énergie parce que derrière, il doit encore y avoir du vent. Donc, les particules qui arrivent à devant l'hélice doivent encore être présentes derrière. Donc, on peut avoir que 40%, je crois, ou 50% d'énergie maximum qui est captée. Alors que quand on a une membrane, on accompagne cette matière et on récupère donc l'énergie de la matière tout au long de son déplacement. Et donc, ils ont développé l'hydrolienne comme ça, en forme de membrane, et qui très fonctionnel et qui fonctionne. Ils ont fait leur test et là, ce qui est très pertinent, c'est qu'ils arrivent à capter des énergies de courant marin beaucoup plus faibles. Ils peuvent même pouvoir les mettre en rivière et en milieu marin sur toute la Manche. Alors, ils sont au nord de France. Un autre sujet, donc là, on est sorti de l'eau un petit peu, mais on s'est quand même inspiré d'un animal marin. La baleine à bosse. Alors certains se demandaient mais pourquoi elle avait des bosses alors que l'on pensait qu'il fallait justement avoir un bord d'attaque assez net pour pouvoir être aérodynamique. Eh bien non, on s'est rendu compte en étudiant justement la baleine à bosse que avoir des bosses parfois permettait justement une meilleure aérodynamisme. Comme le requin. Le requin a une peau rugueuse et le vivant a sûrement beaucoup de difficultés à produire une peau très très lisse. Et justement, il en a fait une opportunité, il en a fait une force, il a transformé cette rugosité en quelque chose de plus aérodynamique. Et d'ailleurs, une chose assez sympathique, c'est qu'il a en plus des écailles qui sont flexibles. Et les courants, au lieu de viennent s'engouffrer dans ces écailles derrière, ils lui donnent encore plus, sous une forme de petit tourbillon, et lui donnent encore plus de vélocité. Donc voilà, donc, ça, regardez un peu les gens. Alors, un truc sympa juste, c'est que pour des effets, au début, cette hydrolienne est carrée, c'est une grande plaque. Et pour des effets de com, ils ont découpé en forme de queue pour filmer leur test. Et il s'est avéré que c'était plus performant. Non pas parce que ça captait plus d'énergie, mais parce que l'énergie était mieux répartie tout le long et que ça avait moins d'usure tout le long de la balade. Parfois s'inspirer jusqu'au bout pour pouvoir mieux comprendre les enjeux. On a parlé de chimie verte, chimie douce. Par exemple, ces travaux autour du verre à température et pression ambiante de Jacques Livage au Collège de France, avec les diatomées ou les éponges de verre, comme j'ai pu vous le présenter un peu au début, et surtout Claude Grison aussi, qui travaille beaucoup sur qui s'est intéressé à des plantes, donc des zones minières, très très chargées en toxines ou en minéraux, et pourtant certaines plantes arrivaient encore à se développer. Alors ils se sont posé la question comment ça se fait qu'elles arrivent quand même à se développer dans des milieux aussi peu propices à la vie. Et donc évidemment ils ont découvert des enzymes qui fonctionnaient très très bien pour catalyser certains minéraux. Et donc ils ont pu arriver maintenant à faire de la dépollution des sols avec de l'éco-catalyse inspirée de ces plantes-là. Et maintenant elle avait monté une start-up avec ça, et puis elle a laissé la start-up partir dans son aventure. Et son nouveau cheval de bataille, c'est aussi d'accompagner toute la sortie de tous les produits d'épandage qu'on peut avoir dans l'agriculture actuelle, parce que bientôt beaucoup vont être interdits, et donc ils sont en train de regarder comment les insectes
grâce à des phéromones. Donc ils pensent avec leurs phéromones pouvoir capter une typologie d'espèces à une période de vie bien donnée, mâle ou femelle, pendant une période bien exacte. Ils pensent pouvoir les capter et donc les empêcher d'envahir certaines. Et tout ça avec juste les phéromones et en imitant les phéromones du vivant. Donc des astuces assez sympas. Un très beau projet aussi autour de l'eau. Je ne sais pas si vous connaissez Suez qui a lancé le projet Libellule. Le projet Libellule, c'est faire de l'épuration de l'eau en s'inspirant du vivant. Donc là, au lieu d'essayer de faire une grande machinerie incroyable, ils ont fait tout un circuit d'eau avec énormément de biodiversité tout le long de ce circuit d'eau, avec des plantes, de la menthe verte, de la menthe poivrée, du bambou, donc une grosse diversité de plantes qui vont capter les différents minéraux le long de ce trajet. Et ce qui est assez incroyable en plus, c'est que cette solution, évidemment, a ramené énormément de biodiversité sur site. On redécouvre des espèces qui se réinstallent. Et l'eau en sortie, donc là, ils pouvaient la rejeter en milieu naturel, et maintenant, ils arrivent presque à assurer. Donc ça, c'était la B1. Maintenant, ils sont passés sur quelque chose d'encore plus performant, et ils arrivent à assurer de la qualité en sortie d'eau. Et ils ont un projet de 50 hectares en Chine, pour essayer de faire un premier test. Donc là, évidemment, aller étudier les espèces endémiques, c'est se remettre en place en adéquation avec l'environnement local, c'est se recomprendre un petit peu les symbioses à mettre en place avec les espèces. Et donc, c'est des très très beaux projets. La gestion de l'information. Alors, Prophétie, une start-up qui s'est intéressée à la vision bio-inspirée. Alors, je vais vous parler d'elle et je vais vous en parler d'une autre après, qui est aussi passionnante. Alors, eux se sont rendus compte que quand vous me regardez, par exemple, vous n'allez pas recalculer l'image tout le temps. Vous n'allez pas reprendre toute l'information pour la restocker derrière. Vous allez juste recalculer quand je bouge. Vous allez juste recalculer l'image qui bouge, les informations qui bougent. Ça vous permet de stocker beaucoup moins d'informations et d'être beaucoup plus rapide dans votre captation d'informations. Eux se sont inspirés de ça pour développer des caméras qui arrivent à être beaucoup plus responsives, à être beaucoup plus réactives, et qui arrivent aussi, par exemple, pour des caméras de surveillance, à avoir très très peu de données de stockage, parce que il se passe rien pendant de nombreuses heures, et puis tout d'un coup, voilà, quelqu'un débarque. Et c'est la seule information importante à retenir. Donc quelque chose de très simple, mais de très fonctionnel. C'est vrai qu'on a des énormes enjeux actuellement sur la donnée et le stockage de cette donnée. Un autre projet qui s'appelle une startup qui s'appelle Another Brain, un autre cerveau en français, et il s'est inspiré qui s'est rendu compte, c'est tiré des travaux d'un chercheur, Patrick Pirine, entre autres, s'est rendu compte que l'œil humain ou même les yeux dans la majeure partie du vivant sont situés proches du cerveau. Parce que le cerveau a une activité électrique intense et qu'il va envoyer des petites cette activité électrique va faire vibrer imperceptiblement les muscles autour des yeux. Et les yeux, donc, vont vibrer avec. Et cette petite vibration, c'est ce qui nous permet de voir, c'est ce qui nous permet, mais même plus que de voir, nous permet de comprendre la distance, nous permet de comprendre les contours, nous permet de comprendre les formes. Et grâce à ça, c'est uniquement du hardware. Donc là, on parle uniquement que du hardware, ça parle à tout le monde. Non. On n'a pas de code derrière. On est directement, on capte l'information et on comprend l'information. C'est ça qui est assez performant parce qu'en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il fait des choses plus performantes que ce que fait Google et Intel et IBM sur ces thématiques de captation d'information et traitement de l'information. L'information un tout petit peu décentralisée aussi, par exemple le capteur du grillon que vous avez là. Le grillon a des petits poils sur sa jambe qui vont lui permettre, donc ces capteurs-là sont très simples, il y a un seul nerf sur chaque poil. Et ils arrivent à capter la transformation de l'air, la variation de l'air, de manière assez fine, qui leur permet directement d'agir et de bondir, on appelle ça le saut du grillon, de manière décentralisée, ça remonte pas jusqu'au cerveau.
Donc voilà, ils sont en train de développer des petits capteurs, des micro-capteurs performants sur cette thématique-là pour essayer de décentraliser un peu l'information et capter l'information. Ça, c'est un laboratoire de Tours avec Jérôme Casas, un chercheur. Énormément d'enjeux, donc, là-dessus, de méthodologie pour arriver à mettre en place pour arriver à accompagner, que ce soit les laboratoires ou les industriels, à se poser ce genre de questions. Des vrais enjeux de méthodologie sur lesquels on essaie de travailler, et de bases de données, de valorisation de la base de données du vivant, autour par exemple des bases de données du Muséum d'histoire naturelle qui sont très très riches, et comment on arrive à faire extraire tout ça. Alors on n'est pas les premiers à se poser cette question. Là, ce que vous voyez, c'est tous les réseaux en Europe qui se sont lancés sur cette thématique-là. Les Allemands ont plus de 20 ans d'avance sur le sujet, avec un réseau qui s'appelait Biocon initialement et qui a créé des antennes locales, régionales, qui fonctionnent très très bien avec des laboratoires complètement dédiés à la bioinspiration, avec des entreprises qui travaillent en symbiose avec les universitaires et l'enseignement. Et donc on a Biocon a presque disparu tellement c'est fonctionnel sur leur territoire. Et nous en France quand même on a le Sibios qui essaie de rattraper ce retard et qui en plus essaie aussi de structurer d'une manière un peu différente parce que comme vous avez pu le voir peut-être dans la sémantique au début, les Allemands sont très tournés vers la bionique, la robotique et le biomimétisme. Nous, on a plus porté vers le biomimétisme, essayer d'arriver à valoriser l'aspect développement durable et l'éco-conception que peut apporter cette thématique-là. Et puis on a quand même une carte à jouer, c'est la biodiversité française, avec nos territoires outre-mer justement et nos territoires marins, on a une très très grande richesse au niveau de la biodiversité et les Allemands, quand ils font leur relevé, ils vont au Muséum d'histoire naturelle. Et ils vont en Guyane, c'est quand même dommage. On a référencé plus de 200 équipes maintenant de recherche sur le territoire français, avec dans un rapport que je vous invite à consulter si le sujet vous intéresse, qui fait un peu l'état des lieux du biomimétisme en France, sur tout le territoire français, avec par chaque région, un petit peu le potentiel, c'est pas exhaustif, mais ça permet un peu d'avoir une image globale de la thématique. Ça présente aussi les normes et les grands challenges à soulever, que peut soulever le biomimétisme. Tout ça, c'est accessible sur notre site. Au-delà de mon âge, si c'est un sujet qui vous intéresse, voilà, vous avez la dépôt, vous pouvez regarder en rediff, avec pas mal d'acteurs qui se mobilisent sur la question, que ce soit des laboratoires, des industriels, et puis des domaines qui sont un peu en pointe, chimie, matériaux et puis économie circulaire, qui avait vraiment été poussé par le CIRID. Voilà, ils ont même fait un rapport sur le biomimétisme et l'économie circulaire. De plus en plus de publications au niveau international. Et puis c'est un peu dans cet écosystème-là que le Sibios apparaît et qu'il accompagne, il essaie de fédérer le réseau national autour du biomimétisme, d'accompagner au niveau de certains projets, la mise en place de projets, que ce soit urbain, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau des institutions, du ministère. On essaie de pousser la thématique de tous les côtés. Et ça, c'est nos membres fondateurs et nos adhérents pour vous montrer un peu la diversité des acteurs qui s'intéressent à la thématique. Voilà, on a le CNES, on parlait de spatial tout à l'heure, c'est des sujets qui les intéressent aussi. RTE, Rabot du Tilleul, MAPED, évidemment. Voilà, beaucoup d'acteurs, beaucoup de... juste aussi, on s'est entouré d'un conseil scientifique qui permet d'avancer sur pas mal de sujets, et notamment là bientôt on va la diffuser, notamment une feuille de route des matériaux bioinspirés. On essaie de structurer une vraie réflexion sur comment les matériaux bioinspirés peuvent développer une stratégie sur le territoire français et comment la recherche et les institutions peuvent soutenir cette stratégie. Et pour finir, deux petites outils de médiation et de communication qui sont très intéressants. Nature égale futur, qui est une série que je vous invite fortement à regarder. C'est un petit épisode de 4-5 minutes qui présente des innovations en laboratoire, donc la recherche initialement, puis après un transfert vers l'industrie. Et puis la Biomime Expo, la grande réunion des biomiméticiens, c'est la 4e cette année, qui a été organisée à Senlis pendant 2 ans, et maintenant c'est à la ville de Paris, donc on est accueilli à l'hôtel de ville de Paris et à la Cité des Sciences et de l'Industrie le 5 septembre et le 22 octobre. Alors journée n'est pas loupée parce que là c'est vraiment passionnant, il y a de tout, associations, industrielles, recherche,
et on touche à tous les domaines. Et c'est le grand festival. Et voilà. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, je pense que maintenant, on va passer aux questions.